Bien, je vous propose que nous démarrions. Donc, bonjour, Jérôme Cavi, je suis délégué général de la FNES. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un ouvrage qui a été publié dans la collection FNES Management décarboné autour de l'entrepreneuriat et en particulier des outils théoriques et pratiques en la matière. Et donc, j'accueille les deux coordinatrices de l'ouvrage, Nathalie Lametta, qui est maître de conférence à l'Université de Corse et qui est également directrice de l'IUT de Corse, et professeur Loris Alexandre, qui est professeur à l'Université Paris-Cité. Cet ouvrage a été rédigé en collaboration avec l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation et une équipe que vous présenteront les deux coordinatrices juste après mon intervention. Je veux juste rappeler les principes qui guident cette collection lorsqu'elle a été initiée par la FNES, c'est de refaire, de réécrire les manuels traditionnels pour intégrer la décarbonation, de telle sorte que nous puissions former nos étudiants en intégrant cette composante qui est devenue essentielle. Et la canicule que nous vivons en ce moment nous le rappelle s'il en était besoin, de décarboner nos activités économiques et nos activités entrepreneuriales. Et donc, ce collectif s'est livré à l'exercice dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un des deux premiers ouvrages qui ont été publiés dans la collection, puisque le deuxième a été publié au même moment, à la fin de l'année 2024, sur le management stratégique. Et puis, plus récemment, un ouvrage est paru en finance avec les mêmes lignes directrices. Et d'autres sont à venir dans les principaux domaines de gestion, voire des domaines appliqués à un certain nombre de secteurs comme le tourisme ou la santé. Et donc, je suis très heureux de faire ce premier webinaire, puisque c'est un aboutissement, c'est un projet qui a été long à maturer, comme toujours lorsqu'il s'agit d'ouvrages. Et donc, quand on a pu concrétiser avec ce premier ouvrage, ça a été un plaisir. Et remercier également l'ensemble de l'équipe, les deux coordinatrices, Nathalie et Loris, et l'AEI. Je vois qu'il y a Jean-François Satin qui assiste et qui a aussi prêté son concours, à la fois dans l'écriture, mais en tant que président de l'AEI lors de la sortie de l'ouvrage. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Nathalie et Loris, mais juste avant, quelques petits points d'organisation. Nous sommes sur Zoom, mais en mode webinaire, donc on ne vous voit pas et vous ne pouvez pas parler, ce qui pour des enseignants est toujours embêtant, mais vous avez la possibilité de poser des questions au travers du QNR. Et je ferai le modérateur pour poser les questions et me faire votre interprète. On peut aussi répondre par écrit, le cas échéant, si la question peut être traitée directement par écrit. Et d'autre part, ce webinaire est enregistré et donc pourra être ensuite consulté sur la chaîne YouTube de la FNEJ. Voilà, j'en ai fini avec les questions d'organisation et je passe la parole à Loris et Nathalie. Bien, merci Jérôme pour l'idée de ce webinaire. Déjà, merci pour l'idée de cette collection de management décarboné de façon globale. Et Nathalie et moi, nous sommes très fiers et très contentes d'avoir coordonné cet ouvrage sur l'entrepreneuriat donc dans le cadre du management décarboné. Cela dit, c'était un travail collectif d'une équipe de 17 personnes. Donc, ces 17 personnes sont toutes et tous des enseignants-chercheurs ou des chercheurs au sein de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et donc, c'est pour cela qu'on souhaiterait aussi, avant tout, présenter ce que c'est l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation avant de présenter la structure et le contenu du livre. Donc, je laisse Nathalie parler nous présenter l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation avant de présenter le contenu du livre. Oui, bonjour à tous, merci Loris. Donc, l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, c'est une association qui vise à réunir l'ensemble des chercheurs en entrepreneuriat, mais également des professionnels qui vont pouvoir se joindre à nous pour pouvoir avoir des échanges et travailler à la fois sur les questions de recherche, sur les sujets d'entrepreneuriat, mais aussi sur des questions pédagogiques. Et il y a vraiment cette idée derrière de diffuser le savoir. Donc, l'Académie a été créée en 1998. Elle réunit principalement des enseignants-chercheurs français, mais elle s'est très largement ouverte aussi à l'international. Les missions de l'Académie, c'est vraiment de diffuser la recherche en entrepreneuriat
particulièrement au travers de la revue de l'entrepreneuriat, du congrès qui a lieu tous les 2 ans. Donc, la dernière édition date de la semaine dernière à Aix, où on a eu quand même 230 personnes qui sont venues et qui ont pu présenter leurs travaux dans le cadre d'ateliers avec des keynote speakers de renom, mais avec aussi des tables rondes qui ont permis d'échanger avec des professionnels, avec des institutions et de développer aussi des partenariats. Donc, l'idée, c'est véritablement de disséminer, de diffuser cette recherche et les meilleures pratiques au travers de l'éducation à l'entrepreneuriat. Donc, il y a un travail très important qui est fait aussi sur l'éducation à l'entrepreneuriat et la diffusion des meilleures pratiques, sur l'animation de journées thématiques avec des acteurs locaux, mais aussi la collaboration avec des journaux partenaires, notamment la revue Entreprendre et Innover. Les partenariats se font aussi avec des institutions, notamment BPI France, l'Agence universitaire de la francophonie et différentes chaires telles que la chaire Entrepreneuriat, Territoire, Innovation de l'IAE de Paris, la chaire Mutation, Innovation territoriale de l'Université de Corse ou encore la chaire Financer l'entrepreneuriat de demain de l'Université Paris-Nanterre. Alors, l'intérêt de rejoindre cette association, c'est vraiment de rejoindre un réseau qui est très dynamique, de participer tous les 2 ans au congrès ou éventuellement aux différentes journées thématiques, mais on a aussi au sein de l'académie des groupes thématiques qui permettent, selon les spécialités, de travailler avec des collègues, de faire connaissance et de monter des projets collectifs. Et les projets collectifs, c'est aussi l'ADN de l'Académie de l'entrepreneuriat. L'ouvrage en est un. Différents prix sont proposés, prix des thèses, prix de l'innovation pédagogique, prix de la meilleure communication, etc. Et ça permet aussi de développer des relations avec les organisations ou avec des professionnels locaux, nationaux ou internationaux. Donc, pour se rapprocher de l'académie, ça peut passer bien sûr par les revues de l'entrepreneuriat ou Entreprendre et Innover. Chaque semaine, la newsletter est diffusée. Donc, chaque membre a la possibilité de faire passer ses informations ou en la recevant, d'être informé de l'actualité, de ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat. On a aussi les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, et le site internet qui permet d'avoir accès à l'ensemble des ressources et des actualités. Donc, c'est à moi, oui. Comme je ne vois pas, en fait, comme c'est moi qui défile, pardon, je ne vois pas le... Alors, pourquoi cet ouvrage sur l'entrepreneuriat décarboné? Donc, tout d'abord, l'objectif, c'était de proposer une initiation à l'entrepreneuriat qui intègre les enjeux de la décarbonation et ce, dès la première année. Parce que l'objectif de cet ouvrage, en fait, le profil ou la cible de cet ouvrage, c'est plutôt les bacheliers, donc vraiment les étudiants en premier cycle. Dans l'objectif de préparer les étudiants à contribuer donc à la décarbonation et à opérer dans un environnement transformé dès le plus jeune âge. Euh, L'objectif aussi, c'est de proposer un ouvrage qui est conçu pour accompagner les cours fondamentaux des cursus en sciences de gestion, donc par exemple dans les programmes de grande école, dans les L3, dans les BUT 3, puisqu'aujourd'hui dans les IUT, on propose aussi un bachelor, mais aussi on peut aller jusqu'au Master 1 en management. Cela permet aussi, cet ouvrage permet aussi de répondre aux aspirations des clients et des parties prenantes, donc se financer, améliorer l'image, attirer les talents et dépenser mieux. Alors, cet ouvrage, il est divisé en 2 parties. Chaque partie, elle est composée de 3 chapitres, hein, donc pour avoir un certain équilibre. Euh, donc, la première partie, en fait, elle va traiter du processus entrepreneurial. Donc, cette partie, chaque chapitre, il va traiter d'un sujet en particulier. Donc, le premier chapitre, comment on identifie une opportunité entrepreneuriale, comment s'insérer dans l'écosystème et le troisième chapitre, comment financer le projet. Et la deuxième partie, elle concerne la création, la reprise et l'intrapreneuriat parce qu'on a estimé qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas que l'action de
création, mais il y a aussi la reprise qui est très, très développée et aussi l'intrapreneuriat qui se développe de plus en plus. Et c'est très, je dirais, très pratiqué dans le domaine de la décarbonation ou du développement durable ou même dans toutes les stratégies de développement durable qui vont venir, qui vont aider l'entreprise dans sa stratégie de transformation. Et plus elle est grande et lourde, elle va plus faire appel à l'intrapreneuriat. Donc, on a consacré un chapitre à l'intrapreneuriat. Dans chaque chapitre, on va trouver donc des notions clés et des explications sur le contenu, donc des explications théoriques. Mais pour chaque chapitre, on va trouver soit des mini-cas pour illustrer ces concepts, soit des fiches outils pour des applications donc concrètes, soit des tests de positionnement pour l'auto-évaluation, ou encore des fiches ateliers pour la mise en pratique collective. Et on a aussi une grande étude de cas pour l'intrapreneuriat. J'en parlerai par la suite. Bon, des fois, ça arrive. Voilà. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qu'on va véritablement trouver dans cet ouvrage, donc on a voulu commencer par un chapitre introductif qui véritablement pose le cadre parce que à un moment donné, il y avait besoin de préciser les questions sur le vocabulaire de base parce que c'est des termes qui sont relativement nouveaux. Décarbonation, c'est rentré dans le décarboner, le verbe, c'est rentré dans le dictionnaire Larousse seulement en 2010. Depuis, on voit bien que c'est de plus en plus utilisé, mais c'est des termes qui sont un peu nouveaux, donc il fallait vraiment poser le cadre, donner les définitions de base de façon à ce que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle dans la suite de l'ouvrage, mais aussi contextualiser tout ça au niveau à la fois politique, économique, technique, scientifique, parce que ces questions de décarbonation, de réchauffement climatique, de développement durable, etc., c'est pas des problématiques nouvelles, c'est des problématiques qui ont été vraiment mises en avant dès la première moitié, je dirais, du XXe siècle. Progressivement, on s'y intéresse de plus en plus à partir des travaux du Club de Rome en 72. Et puis, il y a différents événements internationaux qui posent différents cadres au fur et à mesure. Et donc, c'est quand même important de pouvoir projeter sa réflexion dans une évolution à la fois historique, à la fois technique, à la fois aussi au niveau du vocabulaire, de façon à comprendre véritablement les choses. Mais on ne s'est pas cantonné à ces éléments de vocabulaire, on a aussi pu mettre en avant comment on raisonne jusqu'à présent par rapport à ces questions de décarbonation, c'est-à-dire généralement avec une approche par les arbitrages où on va essayer de choisir, rationaliser, optimiser, etc. Et puis au-delà de ces questions, de cette approche par les arbitrages, on met aussi en avant ces nouvelles interrogations qui sont véritablement des interrogations éthiques et donc en quoi finalement ces choix de décarbonation sont des choix éthiques profonds qui vont permettre de créer une valeur décarbonée en conscience. Donc voilà pour ce chapitre introductif, en gros, ce qu'on va y trouver. Qui a été rédigé aussi par Sophie Boutillier et Mathias Naudin. Et Mathias Naudin, tout à fait. Voilà. Alors ensuite, on va sur le premier chapitre, donc élément fondamental, l'opportunité d'affaires, donc rédigé par Laetitia Gabet-Mariani et Sandrine Lepontois. Donc ce chapitre, lui, permet véritablement de concevoir la manière dont on va identifier l'opportunité d'affaires, mais comment, à un moment donné, on va choisir de positionner cette opportunité d'affaires par rapport à ses propres valeurs, par rapport à ses propres aspirations, et donc véritablement aller vers un double alignement à la fois des aspirations de l'individu par rapport aux caractéristiques, je dirais, intrinsèques du projet. Donc là, véritablement, on va amener l'étudiant à se poser des questions sur ses motivations, sur ses compétences, sur ses valeurs. Et travailler sur ses valeurs, c'est pas si évident que ça. Et c'est pour ça que cette partie est aussi très intéressante parce qu'elle va guider l'étudiant pour
s'interroger profondément sur ses propres valeurs, donc avec différents outils, des fiches outils, des ateliers, etc. Donc sur ses valeurs, ses croyances. On va aborder aussi la question, bien entendu, de l'entrepreneuriat à impact, des entrepreneurs sociaux. Et donc, voilà, ces éléments, fiches outils, etc., vont permettre de se poser les questions en profondeur, parce que le plus dur, finalement, quand on est jeune, plus tard après aussi, mais quand on est jeune, c'est de se connaître et de se positionner par rapport à ses propres valeurs. Et ces valeurs-là, comment elles peuvent se traduire dans un projet entrepreneurial, décarboné, tout en permettant quand même une certaine pérennité des activités. Parce qu'à un moment donné, une entreprise qui ne fait pas de profit, c'est une entreprise qui va mourir. Mais une entreprise qui ne vit que pour ses profits, c'est une entreprise qui va mourir aussi, surtout au vu des évolutions actuelles. Donc, l'idée aussi, c'est d'accompagner les étudiants vers une démarche réflexive pour que véritablement ils puissent identifier et vérifier la congruence entre leurs propres valeurs et le projet qu'ils sont en train de mettre en œuvre. On va les guider pour confronter leurs idées au terrain, notamment avec différentes techniques d'enquête et les outils qui sont utilisés, je dirais, classiquement, mais aussi des outils qui sont beaucoup plus modernes, par exemple le design fiction. Enfin, voilà, c'est un chapitre qui pose véritablement les bases de la démarche entrepreneuriale autour de la structuration de cette opportunité en adéquation avec ses propres valeurs. Le second chapitre, lui, aborde la question de l'écosystème, parce que seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc à un moment donné, pour l'entrepreneur, s'insérer dans un écosystème, c'est un élément essentiel qui va lui permettre de sécuriser un certain nombre de questions qu'il peut se poser. Et donc, ce chapitre va aborder, bien sûr, les questions de l'écosystème. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les types d'acteurs qu'on trouve? Comment aussi on s'insère dans un écosystème? Quelles sont les démarches justement pour mobiliser un écosystème par rapport à son projet? Et donc, on va trouver dans ce chapitre des mini-cas, notamment sur l'écosystème grenoblois, qui est quand même très connu pour ses caractéristiques liées à la décarbonation, différents exemples, et donc voilà, donc à la fois, qu'est-ce que l'écosystème, qui on y trouve, comment on s'y insère, et ce chapitre, lui, a été écrit par Olivier Catera et Jean-Michel Degeorges. Et enfin, question fondamentale, sans argent, on ne fait rien. Donc, à un moment donné, comment on va pouvoir financer son projet? Donc, ce chapitre, lui, il est structuré principalement autour de cas, parce que ça permet de mieux comprendre, parce que, enfin, comprendre le financement, énoncer différentes choses, c'est possible, mais c'est pas forcément très parlant pour les étudiants. Là, l'idée, c'était vraiment de partir sur des études de cas bien spécifiques qui permettent vraiment de comprendre le processus de levée de fonds, comment on va pouvoir financer son projet en se posant les questions essentielles de la mesure de l'impact. Donc, comment on mesure l'impact? Quels sont les différents critères qui sont regardés particulièrement par les financeurs aujourd'hui, les principaux référentiels, etc. Et puis, le deuxième cas, qui va certainement toucher d'encore plus près les étudiants, c'est le cas de Finoptime, donc une start-up qui est vraiment issue du dispositif PEPIT. Donc PEPIT, c'est le pôle étudiant pour le transfert, l'innovation et l'entrepreneuriat, qui permet à la fois de sensibiliser, de former et d'accompagner les étudiants vers la démarche entrepreneuriale. Et donc cet exemple, c'est un exemple réel d'une entreprise, d'une start-up en l'occurrence, qui a émergé dans le cadre du dispositif PEPIT et qui a pu bénéficier des différents éléments, notamment sur l'accompagnement à la levée de fonds, pour développer son entreprise et après
une fois sorti du dispositif, comment les choses ont pu se développer, quels sont les différents critères, comment s'est déroulée la relation, je dirais, entre les investisseurs et les entrepreneurs, parce que oui, au départ, c'était des étudiants, et donc peut-être que la relation était un tout petit peu différente, en tout cas sur les premières levées de fonds, notamment les concours, les bourses, etc. Mais après, il y a eu des vrais investisseurs, enfin je dirais des investisseurs plus classiques, qui sont intervenus dans ce projet. Et donc, la manière aussi dont évolue la relation entre l'entrepreneur et l'investisseur, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant en termes d'apprentissage et en termes de compétences pour les étudiants. Donc ce chapitre, lui, a été écrit par Élodie Moreau, Jean-François Satine, Caroline Tarillon et Jean-Pierre Boissin. Donc moi j'enchaîne avec la partie 2. Donc Nathalie elle a présenté la première partie avec les 3 chapitres de la première partie. Et dans la deuxième partie du chapitre, donc on va traiter de la création, de la reprise et de l'entrepreneuriat. Dans le chapitre 4, on présente donc la création d'entreprise. Et là, on va parler de tous les détails en fait qui concernent la création d'entreprise, y compris déjà se remettre en question en tant qu'individu, mais aussi toutes les autres étapes, c'est-à-dire comment on va étudier le marché, donc la bonne connaissance du marché, que ce soit l'offre ou la demande, comment on se renseigne sur le marché, évaluer la taille du marché, mais aussi tous les aspects, on va dire, organisation, gestion de projet, comment on structure du projet, comment on établit un business model, comment on établit un business plan, donc y compris les éléments financiers de ce business plan, et puis la dernière phase, le lancement. En deuxième partie de ce chapitre, on va trouver un cas pratique qui s'appelle le cas Octopus Lab, qui est un cas donc réel qui concerne donc une entreprise qui a été créée grâce à des chercheurs. Donc c'est plus, on va dire, en partie un cas académique, de recherche académique, et qui travaille en tout cas sur les outils au service d'une qualité de l'air intérieur. Dans ce cas aussi, on va évoquer l'organisation et les ressources. Donc, dans ce cas, comment on dépose un brevet, les difficultés qu'on va rencontrer, les coûts, etc. Comment trouver le personnel qualifié, comment participer au concours et les levées de fonds, parce que c'est un élément qui est très important pour une start-up. Donc, tous ces éléments-là, on va les trouver dans cette étude de cas. Ce chapitre-là est rédigé donc par Nathalie Lametta et Valérie François. Le chapitre 5 qui traite de la reprise d'entreprise. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que l'entreprise, c'est que de la création, sauf que en réalité, il y a beaucoup de reprises d'entreprise et il y a beaucoup de recherches qui se font sur la reprise d'entreprise. Donc là, dans ce chapitre-là, on va voir qu'est-ce que c'est que la reprise d'entreprise, pourquoi cette voie est intéressante pour entreprendre, pourquoi c'est une voie, on va dire, parallèle à la création d'entreprise, et parfois elle peut être même plus intéressante que de créer sa propre entreprise. Et là aussi, on va voir toutes les étapes du processus de reprise d'entreprise dans ce chapitre-là. Et évidemment, quand on parle de reprise, il faut financer, parce que la reprise, ça n'est pas gratuit, sauf si on a repris une entreprise parce qu'elle était en difficulté et qu'on n'a pas besoin d'un grand financement. Mais là aussi, la question de l'évaluation, c'est-à-dire comment on va évaluer une entreprise avant de la reprendre. C'est comme quand on achète un appartement et il faut qu'on trouve qu'on évalue la valeur de cet appartement pour voir si c'est un bon investissement. Et là, il faut faire une évaluation. Donc, comment on fait cette évaluation par rapport à l'environnement, Donc, on a l'analyse Pestel, on a le diagnostic. Donc, tout ça, on va le voir dans cette partie-là de l'évaluation d'entreprise. Et bien sûr, on va parler de la partie financement.
et l'évolution de ce modèle économique qui est durable et décarboné, étant donné qu'on parle dans ce manuel dès le départ de décarbonation, c'est-à-dire que tous les exemples qu'on va présenter dans ce livre sont liés à la durabilité et à la décarbonation. Et donc, bien sûr, dans cette partie-là, on va parler de comment faire évoluer le business model vers un business model durable et décarboné. Et en troisième partie de ce chapitre, on va donc voir comment on gère la post-reprise, parce que la reprise n'est pas si simple que ça. On a la culture d'entreprise qu'on avait avant. Quand elle est reprise par un nouvel entrepreneur, il y a une nouvelle culture qui va s'instaurer. Notamment, c'est une culture qui est en lien avec la décarbonation. Donc là, dans cette partie-là de ce chapitre, on va voir les défis de cette reprise en post-opération et la prise de fonction et la décarbonation. Ce chapitre a été rédigé par Jean-Pierre Boissin, par Ingrid Bellettre, Julien de Freeman et Sonia Boussaguet. Et le dernier chapitre, c'est le chapitre 6, donc sur l'intrapreneuriat. Donc dans la première partie, on va avoir la partie théorique sur l'intrapreneuriat. Donc on va voir la définition, tous les principes de l'intrapreneuriat. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, notamment dans les grandes entreprises. On va évoquer les avantages et les difficultés de l'intrapreneuriat, parce que ça n'est pas toujours facile de motiver les individus au sein même de l'entreprise pour travailler sur des projets innovants. Mais aujourd'hui, on le sait, les grandes entreprises qui manquent d'agilité pour transformer leurs valeurs, elles vont avoir recours à de l'intrapreneuriat, qu'il soit sociétal, durable ou social, etc., pour avoir en fait une autre valeur économique ou écologique grâce à l'intrapreneuriat, mais aussi grâce au concours de ces cadres qui vont, eux, en fait, innover pour l'entreprise et créer des structures au sein même de l'entreprise. Et là, bien sûr, comme on parle de l'intrapreneuriat décarboné, donc on présente la finalisation, pourquoi on fait de l'intrapreneuriat décarboné, l'organisation, l'animation, parce que comment on va animer cet intrapreneuriat au sein de l'entreprise, étant donné que c'est basé sur les idées internes au sein de l'entreprise. Et pour compléter ce chapitre, on présente une étude de cas du groupe Vinci, parce que vous savez, le groupe Vinci, c'est un groupe qui est très concerné par les émissions carbone, étant donné que ses activités sont vraiment en lien avec que ce soit les autoroutes ou la construction, etc. Donc, il est vraiment très concerné par les causes, je dirais, écologiques et pour diminuer aussi les empreintes carbone. Donc, ils sont très concernés par la décarbonation. Et pour cette raison, ils ont créé un incubateur qui est vraiment dédié à l'intrapreneuriat au sein du groupe Vinci pour avoir de nouvelles idées, travailler sur de nouvelles idées qui sont en lien avec la décarbonation pour permettre au groupe de montrer déjà qu'il est très actif dans la décarbonation et qu'il fait des actions dans ce sens en développant des structures innovantes pour trouver le meilleur produit qui va émettre le moins d'empreintes carbone, ou alors pour créer de nouvelles structures qui vont faire économiser de l'argent à l'entreprise tout en étant dans une structure de décarbonation, enfin dans une stratégie de décarbonation. Et donc cette étude de cas, elle est vraiment détaillée, elle est vraiment basée sur le groupe Vinci avec l'ARACOR et avec des entretiens, même avec cet incubateur. Donc ce cas, il est bien détaillé avec des questions à la fin. Voilà. Nathalie? Non, je finis? Je peux. Donc voilà, les points forts de cet ouvrage, si on doit retenir quelque chose, c'est qu'on est vraiment sur une approche unique pour le moment, mais qui devrait devenir la norme, puisqu'on est vraiment sur une approche où on a un entrepreneuriat qui est imprégné des enjeux de la décarbonation, de la transition climatique
et parfois aussi de tous les autres enjeux qui touchent l'entreprise en complément de ces questions de décarbonation, parce que on est dans un monde en mutation et forcément il y a des tas de choses qui évoluent et qui vont nécessiter de considérer de nouvelles façons d'entreprendre, parce que on va être face à des nouvelles façons de produire et de consommer. Donc c'est, je le rappelle, un ouvrage qui présente les concepts théoriques de manière très claire et accessible, avec des mini-cas, des études de cas très variées, très récents, des fiches outils, des ateliers prêts à l'emploi, donc on peut utiliser directement dans ces cours. On n'a pas besoin de reprendre particulièrement les choses si on le souhaite, on peut les utiliser directement. Il y a des tests de positionnement pour l'auto-évaluation des étudiants et il y a aussi des ressources complémentaires qui sont listées avec les liens pour compléter éventuellement certains points si besoin. Voilà. Merci. Merci. Pour votre écoute. Donc, si vous avez des questions, on est prêt à répondre. Alors, pour l'instant, j'ai pas de questions. Je vois que Jean-François a fait, c'est plus un commentaire. Euh, oui, il n'y a pas de questions de Jean-François. Alors peut-être pour laisser le temps à l'auditoire de préparer des questions, je vais peut-être en poser une ou deux pour lancer un tout petit peu le débat. J'avais un premier qui était peut-être pour que ce soit bien clair, c'est-à-dire que la notion de décarbonation, elle peut être à la fois dans le concept de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on lance un projet d'entreprise qui est autour de la décarbonation, donc l'objet, le service ou le produit est lui-même fondé sur une idée de décarbonation, et puis on peut décarboner des activités qui sont déjà existantes. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point-là? Bon. Tu veux commencer, Laurie, et après je Vas-y, complète? vas-y. Ok, alors oui, effectivement, donc on a vraiment les deux aspects qu'on a voulu mettre en avant. Présenter le contexte, donc aujourd'hui, on peut plus tout à fait envisager un projet comme on le faisait il y a ne fût-ce que 5 ans en arrière, parce que notamment les financeurs et les parties prenantes vont être attentives à ces questions de décarbonation et d'impact. Et donc, quand on va voir un financeur, il va regarder bien sûr la rentabilité potentielle, mais il va regarder aussi quels sont les impacts de l'entreprise. Donc, c'est sûr que ça fait penser aux éléments RSE, c'est complètement dans les éléments RSE, en sachant que pour le moment, la RSE n'est obligatoire que pour les grandes entreprises, mais ces entreprises-là, elles ont des comptes à rendre sur les scopes 1, 2, 3, donc c'est-à-dire à la fois sur ce qu'elles font elles, sur ce que font leurs fournisseurs et sur comment va être distribué leurs produits. Et donc, à partir de là, même si je suis une entreprise, mais que j'ai des relations avec une entreprise de plus grande taille, il va falloir que, en tant qu'entreprise TPE ou PME, j'ai aussi des éléments de mesure d'impact que je peux fournir à mon partenaire. Et donc, progressivement, c'est des éléments qui vont devenir nécessaires, alors sans être obligatoires, mais nécessaires pour pouvoir continuer à travailler avec ses partenaires financiers, avec ses partenaires fournisseurs, distributeurs, avec les pouvoirs publics. De plus en plus, dans les marchés publics, on voit apparaître des clauses environnementales. Et donc, si on n'a pas la possibilité de montrer qu'on fait des efforts à ce niveau-là, on peut de moins en moins postuler pour obtenir des marchés publics. Donc, de toute façon, on ne peut plus créer sans se préoccuper de ces sujets aujourd'hui. Mais il y a aussi tout ce qui existe. Et donc, tout ce qui existe va nécessiter de faire évoluer les modèles d'affaires et donc de les faire évoluer vers de la décarbonation, vers un impact moins négatif ou le plus positif possible, si tant est. Donc, comment ces modèles d'affaires vont évoluer? Donc ça, c'est tous les sujets qui sont traités. Donc on passe finalement du business model Canva classiquement connu au modèle d'affaires soutenable. Et donc comment on passe d'un business model classique à un business model soutenable. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments. Donc c'est vraiment, on a essayé d'aborder la question dans les deux sens.
les nouveaux éléments de contexte et comment je m'insère dans ces nouveaux contextes et les choses étant ce qu'elles sont dans les entreprises existantes, comment aussi on va faire évoluer ces entreprises existantes vers des modèles d'affaires plus soutenables. Si tu veux compléter, Loris, peut-être. T'as dit tellement de choses, Nathalie. Bon, après, je peux parler dans l'absolu, hein. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'entreprises régénératives. Bon, hier encore, je participais à une table ronde sur la transformation des business models vers des modèles plutôt écologiques. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, hein, ils ont cette éducation. Nous, par exemple, moi, je dirige un master entrepreneuriat. Dès le départ, ils doivent donc travailler sur la création, sur la mise en place d'un plan d'affaires d'une entreprise qu'ils veulent créer, soit un vrai projet, soit un projet fictif. Et on impose dès le départ que dans le cœur de la valeur, qu'il faut qu'il y ait cette valeur écologique, sociale ou sociétale. Et à notre grande surprise, enfin à ma grande surprise, à chaque fois, je trouve que d'eux-mêmes, ils ont plein d'idées en fait qui tournent autour de la décarbonation ou du respect de l'environnement, etc. Je trouve que de plus en plus les jeunes créateurs d'entreprises sont de plus en plus conscients en fait des enjeux de l'environnement, du respect de l'environnement, et on est de plus en plus dans ce cadre-là. Le problème, il se pose plus pour les grandes entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure, que pour les petites, parce que les petites, elles sont plus agiles, et si elles doivent se plier aux contraintes du marché, parce qu'il ne faut pas le cacher, aujourd'hui, par exemple, je pense qu'il y a une récente étude qui a démontré que les entrepreneurs, ils sont conscients que, par exemple, l'économie collaborative ou circulaire, bah, en fait, il y a 80% des entrepreneurs qui sont conscients que travailler dans l'économie collaborative, pour eux, c'est une opportunité d'affaires. Donc, en fait, les entrepreneurs, ils sont de plus en plus conscients que travailler sur ces problématiques environnementales, bah, en fait, c'est de l'avenir et donc c'est très important pour eux. Donc, soit ils vont mettre cette problématique-là dans le cœur de leur business model, dans le cœur de leur valeur dès le départ, ou alors ils vont transformer leur business model, le faire évoluer petit à petit pour répondre à ces exigences environnementales, puisque de plus en plus maintenant, on a des normes. Hein, je pense que en 2019, hein, on a une norme dans l'économie circulaire maintenant. Enfin, il y a des normes et les entreprises, pour se distinguer, comme il y a beaucoup de concurrence, ben, elles vont au contraire se mettre plus, je pense, dans ces objectifs-là. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, les grandes entreprises font appel à l'entrepreneuriat et vis-à-vis des parties prenantes, ben, elles peuvent démontrer qu'elles ont des actions dans ce sens, dans le respect de l'environnement, de l'innovation. Mais l'innovation, elle est clé. Et il ne faut pas qu'on oublie, et ça aussi, ça ressort un peu dans le manuel, sur certains cas, la collaboration entre entreprises qui est très encouragée par le gouvernement français, hein, parce que là, on parle aussi de la France. Le gouvernement, il donne hein, des aides pour créer justement des collaborations. Ça s'est fait dans le Hauts-de-France. Il y a Sophie Boutillier qui est avec nous, je crois. Elle peut le confirmer dans le chat. Elle peut nous donner aussi plein d'exemples sur Dunkerque, par exemple. Et ça s'est fait aussi dans le sud-ouest, je crois. Voilà, ça c'est ceux qui sont très connus, avec des grandes entreprises hein, qui sont concernées par la décarbonation et on leur donne les moyens pour travailler, faire des recherches, pour innover dans ce secteur-là. Donc il y a une volonté, on va dire, publique et privée pour avancer sur cette thématique-là. Merci. Alors, on peut peut-être arrêter le partage du PowerPoint, comme ça on verra mieux Ah les... oui, ok, pardon. Alors, arrêtez le partage, c'est vrai. Merci, pardon. C'est bon là? C'est très bien, Oui. merci. On voit mieux le paysage comme ça en plus. Oui, Euh, donc, rafraîchissant, hein, ça c'est exprès pour l'occasion. donc on a une autre intervention de Judy, mais qui indique sa satisfaction, mais qui ne pose pas de questions. Alors moi j'en avais une deuxième, parce que quand on a lancé la collection, en fait on visait deux publics. Un premier public qui était le public majeur, qui était les étudiants, donc former les étudiants à la décarbonation dans les différents champs de la gestion. Et ça, vous l'avez déjà abordé, mais il y avait aussi aider les collègues, c'est-à-dire dans tous les domaines, on a une injonction à décarboner nos cours, et puis parfois une difficulté, même avec toute la bonne volonté du monde, à le faire. Donc,
Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce manuel peut aider les collègues à décarboner leur cours? Décarboner leur cours, ouais, Le ça c'est. contenu. Ah oui, le contenu, oui. Moi, j'ai une double casquette puisque je suis chef de département à l'IUT, donc technique de commercialisation, et je suis responsable d'un master entrepreneuriat. Alors, en master, moi, j'impose d'une certaine manière à mes étudiants de travailler sur un sujet en lien avec l'environnement, mais c'est vrai qu'à l'IUT, aujourd'hui, on a cette volonté d'introduire des cours de RSE, mais ça va devenir d'ailleurs obligatoire puisque dans le nouveau PN, on est en train de travailler dessus. Cette notion de respect d'environnement, de développement durable, elle est imposée et on doit donner cette couleur à beaucoup de cours. Donc, ça tombe pile poil, ce manuel, et il va tomber pile poil pour aider les collègues à avoir des cas et à travailler sur ces sujets de décarbonation. D'autant plus que jusqu'à présent, moi qui enseigne l'entrepreneuriat depuis plusieurs années, j'ai toujours inventé mes propres exemples, mes propres cas, mes propres exercices. Et là, ils ont tout en fait entre les mains et c'est très facile à utiliser, quoi. Voilà. Je sais pas, Nathalie, si tu veux compléter. Oui, volontiers. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un manuel prêt à l'emploi. On peut l'utiliser directement dans les enseignements. On a bien entendu regardé les programmes nationaux, par exemple pour les bachelors, puisqu'on est toutes les deux dans un IUT, mais on a aussi regardé ce qui se faisait et quels étaient les syllabus qui étaient proposés dans d'autres filières. Et donc, effectivement, on a fait en sorte de proposer un outil qui s'intègre parfaitement au programme avec à la fois les éléments de cours, mais aussi les éléments concrets. Et ce qui est compliqué sur la décarbonation, c'est que encore aujourd'hui, on est face à certaines pratiques de greenwashing. Donc, c'est pas toujours évident pour un enseignant de prendre le temps de vraiment vérifier ce qui a été fait. Est-ce que c'est effectivement vraiment de la décarbonation ou est-ce qu'on s'est contenté de supprimer les fumées qui sortaient par la cheminée pour finalement les envoyer ailleurs et comme c'est pas encore réglementé, on a le droit de le faire, enfin, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc c'est pas facile de trouver des cas qui vraiment permettent d'illustrer de la décarbonation sans que ça soit du greenwashing et vraiment d'apprendre des choses et d'en tirer des leçons pour sortir d'un cours vraiment en ayant évolué et en ayant compris des éléments. Donc, je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui est prêt à l'emploi et qui va pouvoir permettre aux collègues d'utiliser directement les éléments qui sont proposés, présentés. Et puis, la décarbonation, enfin, on en parle tellement, au final, c'est pas toujours évident. Donc là, on a vraiment le cadre qui est posé dès le départ, des fiches outils, des ateliers, enfin, des activités vraiment variées pour que chaque enseignant puisse trouver des éléments de contenu qui lui conviennent et qui puisse réinvestir dans le cadre de ses enseignements. Merci. Alors, j'ai toujours pas de questions, j'ai toujours des remarques ou des compléments qui sont fournis Tant mieux, c'est que dans le Q&A, c'est que vous avez été l'auditoire est parfaitement clair. satisfait. Donc, et vous avez parfaitement présenté le contenu de l'ouvrage. Donc, je vais laisser une dernière chance à l'auditoire s'il souhaite poser une question. Et sinon, je vais vous laisser le mot de la fin. Euh, et je ne vois pas d'autres questions. Alors, avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais préciser que la semaine prochaine, on fait le même exercice pour l'ouvrage de finance. Donc, et donc, je regarde et vérifie la date pour pas dire de bêtises. C'est le 8 juillet à la même heure, donc mardi prochain, mardi 8 juillet à 12h30. Si jamais dans l'auditoire, il y avait des gens qui étaient à la fois entrepreneuriat et finance, ça peut arriver. Et je vous laisse le mot de la fin. Bon, je vais commencer. C'est juste pour remercier encore une fois la FNEJ, toi, Jérôme, pour cette idée fantastique sur cette collection qui va être très, très utile effectivement pour nous, les enseignants et enseignants-chercheurs, pour les étudiants aussi.
avec des cas réels et accessibles à tout le monde. Puis merci à la UI hein, qui nous a, et Jean-François Satine qui est là parmi nous. Merci d'être là et de ton soutien permanent et de nous avoir fait confiance sur cet ouvrage. On a eu beaucoup de plaisir avec Nathalie de travailler dessus, avec tous les collègues qui étaient très nombreux à avoir été présents pour participer à la rédaction de cet ouvrage dans une bonne ambiance très sérieuse et très appliquée. Franchement, je félicite tout le monde et je suis très fière d'avoir participé à ce projet et je pense qu'il aura le succès qu'il mérite. Voilà, et puis bah, on verra. Maintenant, on a un manque d'ailleurs, quelque part, comme quand on a fini une thèse et on se dit, bon, maintenant, on fait quoi? Parce qu'il y avait une charge mentale quand même et une charge de travail qui était assez importante, mais c'était vraiment une expérience passionnante. Voilà. Alors, ben, pour compléter, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Laurie. Ça a été véritablement un plaisir de coordonner cet ouvrage. Les collègues ont été formidables. Ils se sont vraiment donnés à fond pour écrire des choses utiles et intéressantes. C'était pas si évident que ça parce que derrière le mot décarbonation, il y a plusieurs réalités qui coexistent. Donc, un grand merci à tous les collègues, un grand merci à la FNEJ d'avoir eu cette idée, d'avoir proposé aux associations académiques de mettre en œuvre et d'écrire ce type d'ouvrages qui sont vraiment très utiles. Et puis, merci aussi à l'Académie de l'entrepreneuriat de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de mobiliser tout un tas de chercheurs autour de nous, des chercheurs qu'on a voulu équilibrer à la fois entre les universitaires, les grandes écoles, enfin, vraiment des variés. Et aussi au niveau géographique, on a pu aussi mobiliser des gens qui étaient originaires d'un peu partout sur le territoire, ce qui est quand même intéressant parce que ça a permis de varier beaucoup plus les exemples et les approches. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. On a aussi pu faire connaissance avec des personnes qu'on ne connaissait pas au départ. Hein. On n'a pas, enfin, on a vraiment voulu ouvrir la candidature pour cet ouvrage qu'on a vraiment considéré comme une chance pour l'ensemble des chercheurs et enseignants en entrepreneuriat, à tous les membres de l'académie. Donc, ils ont répondu présent puisque on en a eu 17 quand même, enfin, moins nous 15 qui ont accepté le défi. Et vraiment, c'était une belle expérience, très enrichissante. On a tous appris les uns des autres et je pense que ça a donné quelque chose d'utile pour la communauté, que ce soit les enseignants, les étudiants, mais aussi les chercheurs, parce que parfois, il y a des précisions qui sont présentes dans cet ouvrage et ça peut faciliter certaines recherches. Voilà, donc un grand merci à tous. Merci à vous. Et puis, ben, je donc donne rendez-vous pour le prochain webinaire sur le livre de finances, sachant que vous pourrez retrouver l'enregistrement d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube du webinaire de ce jour, notamment pour ceux qui n'auraient pas pu se connecter en raison de l'horaire et d'autres obligations. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à vous. Au revoir tout Merci, le au monde. revoir. Au revoir Nathalie. Au revoir.